Donc, je suis le professeur Alain Dervaux, donc je travaille à l'université Paris-Saclay. Et sur le plan clinique, donc, je suis responsable d'une filière d'addictologie universitaire à l'hôpital d'Étampes qui se trouve à 60 km au sud de Paris, qui est donc un service d'addictologie qui comprend un service de sevrage de 15 lits, un hôpital de jour de 15 places, un service, un XAPA, et également une équipe de liaison et de soins qui va se déplacer dans les différents services de psychiatrie, mais aussi de MCO, médecine chirurgie obstétrique, à l'hôpital général d'à côté, donc pour aider les équipes à s'occuper de patients qui ont des problèmes d'addiction. Donc voilà, donc je vais vous parler de troubles de personnalité et addiction. Ah, pour passer, voilà. Donc voilà de ce dont je vais parler là donc, pendant 1 heure, c'est ça. Donc j'ai parlé, alors, je vais aller assez directement au but. Je pense que les troubles de personnalité, je n'ai pas besoin de refaire une définition. Je vais aller directement au but et aller directement sur la problématique très intriquée entre addiction et troubles de la personnalité. Au niveau épidémiologique, dans un premier temps, puis une approche d'abord neurodéveloppementale ou développementale, ensuite une approche dimensionnelle, une approche catégorielle, et puis quelques mots sur la prise en charge, mais ce n'est pas réellement l'objet si j'ai bien compris. Alors d'abord les aspects épidémiologiques. Alors, pourquoi j'ai mis un masque grec que j'ai pris au Louvre? Parce que en fait, étymologiquement, personnalité vient du latin persona et qui correspond au masque de théâtre antique, théâtre grec et théâtre latin, où tous les acteurs portaient un masque et le masque était représenté un caractère. Et ce caractère était caractérisé par sa prévisibilité. C'est toujours le même. Il y avait le caractère audacieux, il y avait le caractère avare, courageux, etc. Donc il y avait une notion qu'on retrouve dans la notion de personnalité, de permanence et de prévisibilité, ce qui définit dans les classifications modernes type DSM-5 les troubles de la personnalité. Alors au niveau épidémiologique, donc la fréquence des troubles de personnalité dans les addictions par rapport à la population générale. Donc d'abord un focus sur la population générale. Donc il y a quelques méta-analyses récentes que j'ai repris sur la fréquence des troubles de la personnalité en population générale. J'en ai repris 2. Une plus récente de 46 études qui retrouve à peu près 8% de troubles de la personnalité en population générale, ce qui est quand même considérable. On dit toujours que c'est un problème majeur de santé publique. 8%, c'est un problème majeur de santé publique, effectivement. Et donc avec un intervalle de confiance qui va de 6% à presque 10%, donc c'est beaucoup. Et l'autre étude, plus ancienne, de 10 études, mais plutôt ces 10 études-là, c'était plutôt en milieu, dans des populations générales occidentales, alors que la première, c'est dans le monde entier. Et comme on peut le voir, dans les pays occidentaux, il y en a un peu plus apparemment, 12%, avec un intervalle de confiance de 8 à 17%. Donc c'est très fréquent. Et ce que j'ai mis dans le tableau en dessous, dans les grosses études épidémiologiques qui ont évalué les troubles addictifs et un certain nombre de troubles psychiatriques, et dont les troubles de la personnalité, eh bien, ce qu'on voit, c'est que les troubles de la personnalité dans les addictions, au sens DSM-4, parce que ces études sont quand même assez anciennes, eh bien, sont très élevés. Par exemple, l'alcool, dans la dépendance à l'alcool selon les critères DSM-4, eh bien, on va retrouver 40% de sujets qui répondent aux critères de troubles de la personnalité. Alors pas tous en plus, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. 6 troubles de la personnalité, donc ça veut dire qu'en réalité, il y en a plus, il y en a quand même beaucoup plus. Il n'y avait notamment pas les borderline, donc il faut rajouter 12%. Donc 40% de sujets présentant une dépendance à l'alcool présentent aussi un trouble de la personnalité. Pour le cannabis, c'est 60%. C'est-à-dire les 2/3 des patients qui sont dépendants au cannabis, dans la population générale, présentent aussi un trouble de la personnalité. Pour la cocaïne, 40%, et pour l'héroïne, 60%. Donc, vous voyez, c'est énorme. Alors que tous les troubles de la personnalité n'avaient pas été, catégoriels, n'avaient pas été étudiés, faute de moyens. Alors, quels troubles de la personnalité? Eh bien, en fait, quand on regarde bien, c'est tous, en réalité. Sauf qu'il y en a qui sont quand même plus fréquents que d'autres. Celui qui vient le plus fréquemment, c'est le trouble de la personnalité antisociale, qu'on appelle dans la tradition psychiatrique française les troubles de personnalité psychopathique. Ensuite, les troubles de personnalité obsessionnelle compulsive, paranoïaque, schizoïde, histrionique, évitante ou dépendante. Sachant que
dans la classification des DSM-5 et notamment dans ces études, on peut avoir, et c'est le cas quand même de beaucoup de patients, beaucoup de sujets, on peut remplir les critères de plusieurs troubles de la personnalité. Et donc, ces troubles de la personnalité, évidemment, plus on en a, plus ça va rendre l'abord, le diagnostic et puis aussi la prise en charge très difficile. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et voilà, et ce qui fait qu'au total, ça fait plus que 100% si on rajoute, mais en réalité, ça fait que 60% parce qu'il y en a qui ont plusieurs troubles de la personnalité. Alors pour l'héroïne, par exemple, c'est des études anciennes, cliniques, parce que c'est difficile de faire des études de prévalence, parce qu'il faut avoir des outils structurés, et des outils structurés, c'est plusieurs heures. Là, dans ces études-là, on interviewe chaque sujet pendant plusieurs heures. Et donc, on ne peut pas faire des études comme ça relativement facilement. C'est pour ce qui explique qu'il n'y en a pas énormément de ce type d'études. Enfin, en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que donc, pour la dépendance aux opioïdes, et notamment donc, à l'héroïne, c'était 34% dans une étude américaine, 59 et 57% dans des études européennes. Donc manifestement, il y en a plus peut-être chez les patients dépendant de l'héroïne en Europe par rapport aux États-Unis. Et puis les études, donc ça c'était des études donc, ici en population générale et ici des études cliniques. Alors pour l'alcool, donc les études cliniques, ça veut dire des études de clientèle, c'est-à-dire des études on va étudier des sujets qui viennent consulter pour un problème d'addiction. Alors pour l'alcool, c'est ça qui a été le plus étudié. Eh bien, 2 patients sur 3 présentent un trouble de la personnalité. Donc dans des études cliniques, c'est-à-dire autrement dit, quand on accueille des sujets qui viennent pour ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a les 2 tiers qui ont un trouble de la personnalité. C'est énorme. Et dans l'autre sens, chez les sujets qui ont un trouble de la personnalité, tout confondu, il y en a à peu près la moitié qui a un trouble de l'usage d'alcool, c'est-à-dire dépendance, trouble lié à l'usage d'alcool. Donc une problématique liée à l'alcool importante. Alors ça c'est important parce que moi, je vais vous parler du côté addicto. La plupart d'entre vous, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt du côté trouble de la personnalité. Vous voyez plutôt des gens qui ont des troubles de la personnalité. Et dans ces sujets-là, il ne faut pas négliger le fait que beaucoup ont des troubles de l'usage de substances, mais ils ne vont pas forcément vous le dire, parce qu'ils ne viennent pas forcément pour ça, ils viennent pour autre chose. Alors, il a été beaucoup question d'approche développementale des troubles de la personnalité dans l'intervention de Clémentine Extric. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de mes préoccupations. C'est au cœur des préoccupations de plein de gens. Ce matin, je faisais un autre topo à l'École nationale supérieure sur le plateau de Saclay, à l'Université de Paris-Saclay, chez les gens qui font de l'imagerie, sur la cohorte de jeunes. Et là, c'est en plein dans les préoccupations, sur le trauma précoce et l'imagerie et tout ça. Et c'est vraiment la préoccupation au niveau international de la majorité des gens qui s'intéressent au développement des pathologies psychiatriques, c'est vraiment le développement. Alors, on peut rajouter le préfixe neurodéveloppemental, on peut dire aussi simplement développemental. Et alors, mon propos, là, ça va être de montrer, puisque ça avait déjà été plus ou moins dit par Clémentine Extric juste avant, mais aussi par d'autres, et j'ai vu qu'il y avait une communication ultérieurement sur les approches développementales des troubles de la personnalité. Moi, mon propos, ça va être d'essayer de répondre à la question comment le développement des addictions est-il intriqué avec celui des troubles de la personnalité. Et c'est ça dont je vais vous parler, qui m'intéresse. Et je vais reprendre cette notion qui a été aussi également dite par l'intervenante précédente, la notion de staging. Alors, la notion de staging qui vient effectivement de collègues psychiatres australiens à Melbourne, effectivement, en fait, a été faite sur un modèle médical et sur le modèle du cancer. Le cancer, les cancérologues développent donc un modèle de staging en cancérologie qui sont le stade 1. Stade 0, c'est prédisposition. Stade 1, c'est des tumeurs qui sont vraiment très, très localisées et qu'il faut dépister activement. Et si on les dépiste, l'évolution est très favorable parce que le traitement est simple. Stade 2, si on ne fait rien, l'évolution se développe et le cancer devient local. Mais si on fait attention, on peut faire le dépistage et si on traite, à ce moment-là, l'évolution est très favorable. Si on ne fait rien, eh bien, on passe au stade 3, le stade général, où là, ça devient plus compliqué.
Et au stade 3, là, l'évolution elle est beaucoup plus mauvaise. Et puis si on fait encore rien, on passe au stade 4, c'est au stade de métastase pulmonaire, métastase hépatique, métastase cérébrale, où là, c'est très difficile, les résultats sont très mauvais. Eh bien, ce modèle est tout à fait est pertinent pour le développement des troubles psychotiques tels que la schizophrénie, pour les troubles bipolaires. C'est ce que les collègues de McGorry et autres ont développé au début des années 2000 en Australie. Mais c'est aussi très pertinent pour nous, ne serait-ce que pour bien comprendre les représentations que nous avons tous plus ou moins en ce qui concerne les addictions. Même moi, qui ai quand même une certaine expérience en addictologie, quand on parle d'alcoolique ou de toxicomane, comme on disait avant, automatiquement, plus ou moins automatiquement, il vient des représentations. Ces représentations, c'est l'alcoolique, c'est le clochard qui vocifère dans la rue, là, tout le monde complètement ivre. Et le toxicomane, c'est celui qui est dans le caniveau en train de se shooter dans le caniveau. Mais ça correspond, c'est un peu comme en cancérologie, le cancer métastasé. C'est le dernier stade, le stade évolutif. Et ce qu'a dit Clémentine Estri, qui est particulièrement pertinent, c'est plus on s'occupe tôt des gens, plus on les dépiste tôt, meilleure est l'évolution. Encore faut-il les dépister tôt et les prendre en charge tôt. Eh bien, en addictologie, c'est exactement pareil. Et on ne va pas attendre que les sujets soient au dernier stade, puisque le stade de dépendance, d'addiction, c'est vraiment le dernier stade où effectivement, oui, on peut rien faire. De toute façon, c'est foutu. De toute façon, il rechute tout le temps, etc., etc., etc. Là aussi, c'est une bonne stigmatisation et une évaluation, mais c'est simplement parce qu'on les a laissé évoluer jusque-là, au dernier stade. Alors que là, maintenant, nous avons repris cette idée de staging. Alors, je ne suis pas le seul. Il y a tous ces auteurs-là qui sont des grands auteurs en addictologie, donc en neurobiologie, mais pas seulement, en psychologie. Par exemple, vous avez Patricia Conrad à Montréal qui travaille sur cette thématique depuis une bonne dizaine d'années. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire staging ? Staging, ça veut dire que, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc, dans cette démarche neurodéveloppementale, il y a plusieurs étapes qu'on peut individualiser sur un modèle médical. Alors, ce modèle, il y a des facteurs favorisants, il y a des modèles de vulnérabilité. Il y a certains sujets vulnérables. Tout le monde, nous sommes tous inégaux devant les drogues, et il y a certains sujets. Pourquoi certains sujets vont développer des addictions et d'autres pas ? Parce que certains ont des facteurs de vulnérabilité que tout le monde n'a pas. Et donc, il y a des facteurs favorisants. Il y a des facteurs favorisants génétiques et puis environnementaux. Génétique, à peu près la charge génétique, c'est à peu près 50%. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, c'est essentiellement donc, les maltraitances. Donc, ça a été dit. Et puis, maltraitance. Alors, il y a toutes sortes de maltraitances, parce qu'on pense automatiquement à abus sexuels et violence physique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est violence psychologique. Violence psychologique, les gens, les patients, quand on les voit, ils n'ont pas forcément repéré que c'est des violences psychologiques. Parce que quand un gamin a entendu toute son enfance, de toute façon, t'es un vaurien, tu vaux rien, de toute façon, t'es nul, tu finiras comme ton père en prison. Quand un gamin entend ça toute son enfance, pour ce gamin-là, c'est normal. Pour ce gamin-là, il met un certain temps à s'apercevoir que les autres gamins, c'est pas forcément comme ça que les parents sont. Donc pour lui, c'est la normalité, c'est qu'il ne vaut rien. Le pire que j'ai vu, c'était une patiente comme ça que ses parents mettaient régulièrement dans la poubelle. Donc évidemment, vous pensez bien, ça c'est des violences psychologiques qui laissent beaucoup de traces, y compris des traces neurobiologiques. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui est négligence émotionnelle. C'est-à-dire, quand les parents n'apportent pas un minimum de chaleur, eh bien, évidemment, chaleur émotionnelle. Moi, je me souviens des patientes que j'ai vues ici, parce que j'ai travaillé 20 ans ici à Sainte-Anne, des patients qui sont mis très tôt. On va te mettre un studio, on t'a trouvé un studio, et puis débrouille-toi. L'idée, c'est que faut qu'elle se débrouille toute seule. Effectivement, les gamins, ils se débrouillent tout seuls. Et puis, à 11 ans, ils se débrouillent tout seuls. Et puis, à 15 ans, ils dealent du cannabis et puis de l'héroïne. Et puis à l'âge de 18 ans, ils ont des dépendances très, 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 très profondes. Voilà. Et donc, sans oublier que les multi-ACE, Adverse Childhood Experiences, donc les maltraitances infantiles, généralement, elles sont associées. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a pas que des violences physiques. Les violences physiques et sexuelles s'accompagnent de violences morales, psychologiques, des négligences émotionnelles, etc. C'est plutôt la règle que l'exception. Et puis aussi, dans ce qui est précoce, dans ce qui est environnemental, c'est également donc la précocité des consommations. Plus on consomme tôt des substances, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, toutes les substances, eh bien, plus on consomme tôt, plus
le risque de dépendance est important, plus le risque de troubles cognitifs est important, plus le risque de troubles psychiatriques est important. Donc ça c'est un des facteurs favorisants. Premier stade d'initiation. On voit la flèche. L'initiation, c'est les premières consommations. Ces premières consommations, généralement, arrivent à l'adolescence. Les premières consommations à l'adolescence, globalement, premier joint de cannabis, c'est 15 ans. Première ivresse à l'alcool, c'est 15 ans, en moyenne. En moyenne. Et donc, à l'adolescence, il se passe beaucoup de choses. D'abord, on rencontre, on fait plein d'expériences, notamment avec les autres. Et puis, il y a la disponibilité des drogues qui est très importante. Et puis, il y a le marketing qui est très important. Tout ça, bon, je vais y revenir un peu. Puis, il y a le développement cérébral. La maturation cérébrale n'est pas tout à fait celle d'un enfant ni celle d'un adulte. Troisième stade de consommation régulière. Et bien, avec un renforcement positif. Donc, un certain nombre de gens, lors de l'initiation aux substances, certains sujets, j'aime bien pour des tas de raisons qu'on va voir après. Des tas de raisons, ça j'aime bien. Quand ils rencontrent pour la première fois l'alcool, le cannabis ou autre, ça j'aime bien. Ça j'aime vraiment bien. Ça c'est vraiment sympa. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des sujets. La majorité des gens, population générale, c'est pas, on sent rien ou c'est un peu désagréable. Première cigarette, premier verre d'alcool, puis on est malade. Si on boit trop, on est malade. Donc la majorité, 85% des gens, gardent la mémoire que ouais, c'est pas mal, mais comme on devient malade, on a mal à la tête, et puis si on boit trop, on a la gueule de bois. La grande majorité des sujets gardent en mémoire ça. Seul 10 à 15% de la population va avoir une expérience positive de ça qui va recommencer. Voilà. Et puis donc, la consommation va devenir régulière. Et puis peut arriver, chez certains sujets, à l'addiction. L'addiction, ça, c'est le dernier stade que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vais revenir sur quelques aspects, parce que ça, c'est vraiment ça, le modèle neurodéveloppemental que je vais argumenter là. Maintenant. Alors, premier stade. Donc, comme je disais, il y a un certain nombre d'études d'épidémiologie génétique, de familiale et de jumeaux, qui montrent que l'héritabilité de l'alcoolodépendance, c'est 50 à 60%. L'héroïne et la cocaïne, c'est 70%. Et c'est une héritabilité qui peut être commune à l'ensemble des addictions et spécifique à chaque addiction. Et alors, il n'y a pas de gène de l'addiction. En fait, il y en a plein. C'est des petits, ce qu'on appelle des SNPs, c'est-à-dire des petites anomalies chromosomiques. Et en fait, il faut des nombres très très importants, ce qu'on appelle des GWAS. Alors, je crois que Philippe Gouraud en a longuement parlé dans son intervention. Et voilà, on en trouve plein qui vont coder surtout un certain nombre de caractéristiques des sujets phénotypiques, comme on dit, et notamment, là, ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un trait qui est vraiment très héréditaire, et j'y reviendrai. Alors, par exemple, pour trouver des gènes qui sont impliqués dans les addictions, alors par exemple, je ne peux pas tout faire, mais sur le cannabis, là, vous voyez, dans des grandes études qui regroupent genre 10 000 sujets addicts au cannabis, 10 000 sur des centaines de centres autour du monde, donc c'est des études qui sont très très longues, très très lourdes à mettre en place, eh bien on va retrouver certaines anomalies, et c'est la combinaison de plusieurs anomalies qui va favoriser le passage donc d'une consommation simple à une consommation addictive. Mais ces facteurs génétiques sont en interaction avec des facteurs environnementaux que j'ai déjà indiqués. Alors l'initiation, donc les premières consommations, donc se passent à l'adolescence. Et à l'adolescence, donc la maturation, donc à l'adolescence, donc certaines structures sont développées plus précocement par rapport à l'adulte. C'est notamment le cas du striatum. Or, c'est justement dans la structure du striatum, ici en bleu, que j'ai schématisé ici en bleu, avec des voies dopaminergiques qu'on appelle dopaminergiques en rouge. C'est ces voies-là qui sont activées lors de la consommation de substances, et notamment lors de la consommation des premières substances. Et alors ça, c'est important à comprendre, puisque à l'intérieur du striatum, en bleu, il y a un petit point noir, je ne sais pas si on voit très bien, qui s'appelle le nucleus accumbens. C'est gros comme une tête d'épingle, en réalité, et qui est le centre de la récompense. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a une récompense instinctuelle, c'est-à-dire la récompense lors de la satisfaction de la faim, de la soif, des instincts sexuels, mais aussi beaucoup, puisque l'homme est un animal social, la récompense de discuter avec les autres, d'être en interaction avec les autres, qui est très, très, très récompensante, eh bien, ça va activer
par différentes voies, donc une activation d'un neurotransmetteur qui est la dopamine. Et dans les voies rouges, là, de l'activation dopaminergique. Eh bien, ces voies-là sont activées par la consommation de substances, que ce soit le tabac, le cannabis, l'alcool, la cocaïne, etc. Ça, de façon plus importante, de façon artificielle. Le problème, c'est que ce système va s'épuiser assez vite. C'est-à-dire qu'au début, c'est sympa, c'est chouette, mais l'effet ça s'épuiser quand même relativement vite. Donc au début, il y a en termes TCC, en termes cognitivo-comportemental, il y a un renforcement positif. Donc, première consommation, ça c'est bien. Et donc je vais recommencer. Et puis c'est toujours bien. Voilà. Et alors, donc, le cerveau des adolescents est un peu plus vulnérable à l'action des substances parce qu'il y a une maturation plus précoce des circuits sous-corticaux, donc, qui sont schématisés. Alors, j'ai pris ça, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai repris ça de certains auteurs qui font de l'imagerie. Donc, chez les enfants, le cortex préfrontal, il est peu développé. Et donc, le cortex frontal, comme vous le savez, c'est les fonctions exécutives. C'est ce qui nous permet de planifier, d'organiser votre vie. Et chez les enfants, c'est relativement peu développé. Et c'est les parents qui jouent le rôle dans leur monitoring. C'est les parents qui empêchent les enfants de faire des bêtises. Et le striatum, il y a les enfants font un peu comme ils veulent. Voilà. C'est les parents qui jouent le rôle de cortex frontal et de contrôle inhibiteur, on va dire. Chez les adolescents, eh bien, le cortex, il y a une maturation cérébrale à tous les niveaux, sauf que cette maturation cérébrale, elle va effectivement dans le cortex préfrontal et frontaux, mais dans le striatum, c'est beaucoup plus important. Voilà. Et le striatum, c'est la motivation, la récompense. Et puis la récompense, notamment à la nouveauté, aux sensations fortes, etc. Donc tout ce qui est attirant chez les jeunes. Discuter avec les copains, rencontrer le sexe opposé, jouer sur TikTok, plein de choses. Voilà. Et avec l'expérience, à l'âge adulte, eh bien, le cortex préfrontal, du fait de l'expérience, eh bien, va se complexifier et la maturation va arriver à son terme à peu près vers l'âge de 25 ans. Et donc, il y a, disons, relativement, parce que tout ça, c'est un phénomène physiologique tout à fait normal, relativement un moins bon contrôle frontal à l'adolescence que chez l'âge adulte, ce qui fait que quand on est jeune, ce qui est tout à fait normal, ils expérimentent, ils peuvent faire des bêtises, mais voilà, c'est comme ça qu'ils font leur expérience. Enfin, c'est des corrélats neurobiologiques. Mais ce qui va se passer chez certains individus, la plupart d'entre nous, comme je l'ai dit, quand ils rencontrent les substances, on s'arrête là parce que finalement, il y a trop d'inconvénients. Si je suis invité au pot, là, si j'ai un pot là maintenant, si je bois un peu trop, si je bois plus de 2 verres de champagne, je ne vais pas pouvoir faire mes consultations. Donc je m'arrête là. Soit je ne bois pas, soit je m'arrête à un verre. Mais il y a plein d'autres gens qui, dans la même circonstance, ça c'est super. Et qui vont donc continuer parce qu'ils ont plein d'avantages qu'on verra après. Et donc, il y a le renforcement positif, et puis ils commencent à consommer régulièrement. Alors, ceux qui ont des difficultés à réguler leur impulsivité, ceux qui sont déjà à la base impulsifs, ceux qui ont déjà une dysrégulation émotionnelle, on en a déjà parlé tout à l'heure, ceux qui ont différents facteurs de vulnérabilité comme ça, eh bien, ils sont beaucoup plus à risque à consommer régulièrement. Mais ce qui se passe, et là, c'est important que vous le compreniez, et c'est ça mon rôle d'addictologue, c'est que il y a des modifications qui vont se passer dans le cerveau à ce moment-là, du fait de l'action des substances sur le cerveau. Et donc, à ce stade-là, cliniquement, les diagnostics qu'on peut poser, si on est amené à rencontrer des jeunes dans un cadre aux urgences, en cadre de médecine générale, en psychiatrie générale, en cabinet libéral, en XAPA, au CMP, dans différents contextes, on va avoir des sujets qui consomment. Dans quelle mesure ils consomment? Est-ce que c'est simplement un usage simple? Consommation qui ne pose pas de problème, le soir, le week-end, par exemple. Soit si c'est un usage à risque, ils consomment le soir, ils n'embêtent personne, mais ils sortent, ils prennent leur voiture, c'est un usage à risque. Soit certains commencent à consommer donc avec des dommages. Ils commencent à avoir des conséquences. Généralement, les dommages, c'est avec l'environnement, des conflits avec l'entourage familial notamment. Et puis, à l'université, au travail, des retards. Commence à arriver en retard, puis donc de l'absentéisme, puis ensuite des difficultés scolaires et universitaires.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça va provoquer? Donc, toutes les substances vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. La nicotine se fixe sur des récepteurs nicotiniques. L'alcool, les benzodiazépines et d'autres, le GBL, va se fixer sur des récepteurs aux benzodiazépines, qui est un système inhibiteur, il y en a partout dans le cerveau. Le récepteur nicotinique, acétylcholigène, il y en a partout dans le cerveau. Le THC, le delta-9-THC, qui est le principe actif principal du cannabis, et même le seul, va se fixer sur des récepteurs CB1, qu'on appelle CB1, il y en a partout dans le cerveau, et ça module d'autres systèmes de neurotransmetteurs. Les substances opioïdes, toutes les substances opioïdes vont se fixer sur des récepteurs opioïdes mu, et donc, voilà, et puis les stimulants vont se fixer, vont inhiber la recapture de la dopamine, la sérotonine et la norépinéphrine, de la noradrénaline. Eh bien, tout ça va induire secondairement, toutes ces substances, chacun à leur niveau, va stimuler des substances sur leur récepteur spécifique, et secondairement, ici, ça va activer donc les aires, la transmission dopaminergique dans l'aire tegmentale ventrale jusque dans le nucleus accumbens. Et ce qui va être contemporain des sensations hédoniques, donc de plaisir ressenti lors de la consommation de substances. Et donc ça, c'est à court terme. À court terme, les gens ressentent un certain plaisir. Mais ça, malheureusement, les effets vont être dans le temps, vont s'inverser dans le temps. C'est-à-dire que ça, c'est à court terme, mais à long terme, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau, logiquement, s'adapte à ça. S'adapte par différents mécanismes pharmacologiques, que je ne peux pas rentrer dans le détail, sinon il faudrait 3 heures. Mais globalement, ça doit être soit une up-régulation, soit une down-régulation des récepteurs spécifiques. Peu importe, toujours est-il que ces récepteurs ne sont plus actifs et sont moins denses. Ce qui fait que les sujets, les effets des substances sont de moins en moins importants. Ce qui fait qu'à l'adolescence, donc les sujets qui consomment régulièrement, eh bien, plus ils prennent, moins ça fait d'effet. Donc, moins c'est récompensant jusqu'à un certain point, qui va être un autre système. Donc voilà, par exemple, les récepteurs GABA-A, sur lesquels va se fixer l'alcool, ça va ouvrir. Eh bien, ce système-là, pour l'alcool, par exemple, mais c'est à peu près pareil pour les CB1, pour le cannabis et les opioïdes, eh bien, il y a beaucoup de récepteurs sur les neurones. Quand on prend trop d'alcool ou de cannabis ou d'opioïdes, eh bien, ces récepteurs spécifiques, eh bien, il y en a moins. Ils s'internalisent dans la membrane. Ce qui fait que les sujets, pour avoir plus d'effets, ils sont obligés de consommer plus. Et ça, c'est un phénomène physiologique qui fait que le cerveau s'adapte à quelque chose d'exogène. Parce que ces récepteurs, quand un récepteur comme ça est trop activé, eh bien, l'organisme réagit par un frein, quoi, en quelque sorte. Et puis aussi, ces jeunes, quand ils consomment régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, contrairement à c'est très contre-intuitif, contrairement à ce qu'on pense intuitivement. On pense que les jeunes, quand ils boivent beaucoup dans leur fête, quand ils fument beaucoup de cannabis, on pense qu'ils récupèrent plus vite que les adultes. Eh bien, ça, c'est tout à fait faux. En fait, pas du tout. Si on fait des épreuves cognitives chez les ados, avant-après, eh bien, on s'aperçoit que les jeunes récupèrent plus lentement que les adultes après du binge drinking ou après une forte consommation de substances, et notamment à cet âge-là, cannabis, alcool. Et ça, c'est tout à fait contre-intuitif. Et même, ça va même au point que maintenant, c'est tout à fait récent. Voilà, les premières études, 2018, c'est quand même pas si vieux que ça. Chez les jeunes, donc qui consomment du cannabis et de l'alcool ou les deux, eh bien, il y a une accélération. Il y a une accélération de la perte de substances grises au niveau du cortex frontal, siège des fonctions exécutives. Donc, il y a un retentissement qui peut être même visualisé dans des études. Alors ça, c'est pas des choses qu'on fait en routine. C'est des choses qui sont montrées dans des études expérimentales, mais qu'on ne peut pas faire chez un individu particulier. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a un impact. Il y a un impact clair. Cliniquement, ça correspond, par exemple pour l'alcool, ça correspond à ce qu'on appelle le blackout. Blackout, c'est un jeune qui boit, un jeune et moins jeune d'ailleurs, qui, quand on boit trop d'alcool, eh bien, certaines personnes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé pendant la soirée. Ça s'appelle un blackout. Ça veut dire qu'il y a un impact cognitif, mais cérébral, quand même très, très évolué. Et que ça, a priori, si on fait des tests
de base ou des tests neuropsychologiques un peu poussés, on va retrouver des anomalies à tous les coups, on va retrouver des anomalies extrêmement importantes. Mais pour les jeunes, c'est pas comme ça qu'ils se le représentent. C'est quelque chose plutôt même valorisant pour les jeunes. Hein. Mais ça, contre-intuitivement, on pense que les jeunes récupèrent facilement. Ben non. Alors ça, c'est au niveau de la substance grise. Mais c'est vrai aussi au niveau de la substance blanche. Et donc ça, c'est une des premières études qu'il a montré. Donc il y a un peu plus de 10 ans à San Diego. Donc c'est des gens qui travaillent depuis très très longtemps là-dessus. Or, et j'ai appris ça ce matin parce qu'il y avait des spécialistes, des spécialistes internationaux. Eh bien, la substance blanche, c'est toutes les interconnexions entre les différentes parties du cerveau. Et chez les jeunes, comme chez les moins jeunes, quand ils une atteinte de la substance blanche, ça veut dire que l'impact fonctionnel, c'est-à-dire que l'impact sur le fonctionnement normal, va être très très important. Et chez les jeunes. Et chez les jeunes, on s'aperçoit que quand on fait des études, ce qu'on appelle en DTI, c'est-à-dire c'est des études spécifiques, donc qui étudient la substance blanche. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a l'alcool et le cannabis sont très délétères chez ces sujets. Et bien sûr, plus on est jeune, plus l'effet est délétère, évidemment. Enfin, comme toujours. Alors, on va arriver maintenant aussi, l'adolescence, c'est aussi l'émergence des troubles psychiatriques. Alors, psychiatrie, addiction, c'est un peu comme trouble de la personnalité, addiction. C'est un peu comme trouble de la personnalité, addiction et troubles psychiatriques. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la poule et quel est l'œuf? C'est en général comme ça que se pose la question. Alors ça, c'est comme ça que je me posais la question avant. Et en fait, pour aller un peu plus loin, eh bien, en fait, quand on essaie de voir un peu plus loin, dans des études il y a une dizaine d'années, les troubles de personnalité, eh bien, quand on a un trouble de la personnalité décompense, ça pouvait favoriser ou des troubles psychiatriques, notamment la dépression, les troubles anxieux, mais aussi beaucoup les troubles de l'usage de substances. Et puis, troubles liés à l'usage de substances et troubles psychiatriques, pareil, les relations sont bidirectionnelles. Alors, donc, il y a au moins 3 modèles d'explication. Soit quand on a des troubles psychiatriques et des troubles liés à l'usage de substances, il y a soit le trouble psychiatrique va favoriser une addiction, par exemple les troubles bipolaires ou les troubles psychotiques, ou bien les troubles liés à l'usage de substances, par exemple l'alcool, le cannabis, les opioïdes, vont favoriser des troubles psychiatriques et notamment les troubles dépressifs. Ça c'est de la routine. Mais aussi, les deux peuvent être favorisés par les troubles de personnalité. Alors, depuis l'année dernière, depuis cette étude qui est parue en 2023 dans Molecular Psychiatry, m'a fait changer mon point de vue sur ça, sur le paradigme de la poule et l'œuf. Parce qu'en réalité, et ça va tout à fait en droite ligne des modèles neurodéveloppementaux, cette méta-analyse, elle est hyper intéressante. C'était la méta-analyse de 122 études qui ont cherché l'âge de début moyen de tous les troubles psychiatriques. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que donc l'âge moyen, donc là ici, c'est l'âge ici. Et donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc en couleur, ce sont les troubles psychiatriques. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la majorité des troubles psychiatriques commencent à l'adolescence. Bon, ça on le savait cliniquement. Encore faut-il maintenant le prouver. Donc ça c'est avec des méthodologies ad hoc. Bon, voilà. Et ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a beaucoup interpellé dans mon domaine, c'est abus de substances et troubles de la personnalité. Comme vous pouvez le constater, l'âge moyen, de l'abus de substance, c'est aux alentours de 20 ans. Les troubles de personnalité aussi, pareil. Et ça, c'est l'âge moyen, attention, du diagnostic. Et pas de l'apparition, c'est du diagnostic. Donc, ce qui veut dire que déjà, les choses évoluent déjà depuis un certain temps. Et comme l'a dit l'intervenante précédente, effectivement, c'est quelque chose qui va se développer progressivement au cours de l'adolescence. Là, il s'agit de diagnostic. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ça commence plus tôt. Mais ce que je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en fait, et vous voyez, les troubles de l'humeur, là, ici en bleu, et les troubles psychotiques en noir, c'est à peu près au même moment. C'est-à-dire qu'autrement dit, tous les troubles psychiatriques commencent à peu près tous au même moment. Et que donc, dès lors, le problème de la poule et l'œuf ne se pose plus, puisqu'ils commencent en même temps et que de toute façon, et c'est l'objet de mon propos, c'est de façon intriquée. C'est ça que je voulais c'est ça, là où je veux arriver, c'est que tout ça, de toute façon, ça commence à peu près en même temps, mais que les troubles vont se renforcer les uns et les autres.
C'est ça que je veux dire. Et que dans toutes les discussions qu'on entend actuellement en addictologie sur quelle est la poule et quel est l'œuf, alors il y a les partisans, oui, mais c'est les troubles psychiatriques qui entraînent, nanana, les troubles addictifs et les autres. Ce qui permet à des gens de dire c'est pas pour nous. Hein, si c'est un trouble psychiatrique, c'est pas pour nous. Hein, et si c'est un trouble addictif, et si c'est un trouble psychiatrique, c'est pas pour nous. Donc voilà. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. En réalité, il y a les deux. Donc ce qui veut dire dès maintenant, s'il y a les deux ou les trois ou les quatre, il faut prendre en charge les deux, il faut prendre en charge les deux ou les trois ou les quatre troubles concomitants, comme on dit. Voilà. Alors là, j'ai remis sur ce tableau donc cette méta-analyse. Et donc, vous voyez, avec le nombre d'études et l'âge moyen du début des troubles, en fait, c'est l'âge moyen, en réalité, du diagnostic. Et vous voyez que c'est quand même relativement précoce. Mais vous voyez que quand même, les troubles anxieux commencent relativement tôt. Alors, et puis, dernier, donc voilà, ça c'est les troubles psychiatriques, ils jouent beaucoup à ce niveau-là. Et puis, dernier stade d'addiction. Alors, stade d'addiction, là, les choses sont les choses ici. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est un renforcement positif, mais au bout d'un moment, donc ça, c'est un dessin animé de prévention qui a été fait par des Allemands. Vous tapez oiseau addiction, vous l'avez, qui explique très bien ce que c'est le déroulement de l'addiction, et dont je me sers énormément pour faire de la pédagogie, y compris avec les patients. Au début, l'oiseau, il est content, mais après, il a le contre-coup parce que son cerveau s'adapte. Et puis, il est obligé de prendre de plus en plus du produit. Et qu'après, au bout d'un moment, quand le système est saturé, va apparaître l'activation d'un système qu'on appelle le système de stress, qui est le système hypophyso-cortico-surrénalien, qui est le système de stress habituel, qui s'active lorsqu'on est stressé, mais qui est activé également lorsqu'on prend beaucoup de substances et puis que les récepteurs sont saturés, que ça ne marche plus. Et à ce moment-là, il y a ce système qui se met en route. Et pour le calmer, les sujets, la seule chose qu'ils trouvent, c'est de prendre la substance. Et c'est là le renforcement négatif. Ils prennent du produit pour se sentir mieux, parce que sinon ils sont mal. Et là, ça correspond aux symptômes de sevrage. Et puis après, c'est pas fini. Après, au niveau cortex frontal, ils ne peuvent pas contrôler. Alors ça c'est 5 minutes, enfin 10 secondes. Voilà comment on schématise. C'est vraiment un schéma, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Certains auteurs, des neurobiologistes, ont schématisé les circuits impliqués dans les addictions. Il y a premièrement le striatum, donc le centre de la récompense, qui va être activé. Puis ensuite, lorsque les récepteurs sont saturés, en rouge ici, le système de stress. Or, le système de stress, c'est pas que le système hypophyso-cortico-surrénalien qui va s'activer, c'est-à-dire la tachycardie, la bouche sèche et tout ça quand on a peur. Et c'est aussi au niveau structurel, tout ça va se passer au niveau de l'amygdale. L'amygdale qui est très altérée chez les gens, ça a été dit dans l'intervention précédente, qui ont eu des traumatismes précoces, parce que maintenant c'est bien démontré, c'est bien documenté au niveau neurobiologique. Quand on a des traumatismes précoces, avec un effet dose, plus on a des traumatismes précoces, plus l'effet est important, plus le retentissement sur l'hippocampe et l'amygdale, ça m'a été encore confirmé ce matin par des gens qui font de l'imagerie développementale, plus ces structures-là sont altérées, ce qui va se traduire cliniquement par une hyperréactivité au stress. C'est caricatural dans les troubles de personnalité borderline. Ils sont déjà comme ça, ils ont très peur. Ce qui explique aussi que ces sujets-là vont être très vulnérables aux addictions. Parce que quand ils vont rencontrer les produits, ils vont se rendre compte que les produits, ils sont moins stressés avec ça. Et puis, troisième système, c'est le contrôle inhibiteur. Donc, à la fois le cortex orbitofrontal et frontal, mais aussi le gyrus singulaire antérieur. Le gyrus singulaire antérieur fait la connexion entre le cortex frontal, c'est-à-dire les fonctions exécutives, et le cerveau émotionnel. Donc, le cerveau émotionnel, et donc c'est aussi très impact. Ça peut être très impacté sur tout ce qui est émotionnel. Alors, la dépendance, telle que tous les médecins la diagnostiquent avec la classification CIM-10, c'est caractérisé par le craving, la perte de contrôle. On ne peut pas s'empêcher de consommer, même s'il y a des conséquences nocives. On passe beaucoup
on passe beaucoup de temps à consommer ou à récupérer des effets. La gueule de bois, ça compte dans beaucoup de temps passé. La tolérance, au sens de tolérance pharmacologique, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est augmenter les doses pour avoir le même effet. Et l'adaptation du cerveau à ça. Et le sevrage, c'est, au bout d'un moment, le cerveau réclame de la substance pour fonctionner normalement. Donc 3 critères sur les 6 qui sont listés là pour poser un diagnostic de dépendance au sens de CIM-10. Vous pouvez utiliser le DSM-5 si vous voulez, sauf que le DSM-5, ça sert pour la recherche. Pour tous les médecins en France et ailleurs, même y compris aux États-Unis, pour coder les diagnostics dans les hôpitaux, c'est la CIM-10. Donc on parle toujours en termes de dépendance ou d'usage nocif. Alors, mais vous avez le droit d'utiliser les troubles de l'usage de substances DSM-5 si vous faites de la recherche. Et moi, je l'utilise quand je fais de la recherche. Il y a 11 critères. Et avec un gradient de sévérité, léger, 2 ou 3 symptômes, moyen, 4 ou 5 symptômes, grave ou sévère, 6 symptômes ou plus. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps. Alors, si je résume, alors j'ai fait ce schéma pour essayer de résumer tout ça, sur l'approche développementale des addictions, mais qui va s'intriquer avec celle de tout ce qu'il y a déjà, tout ce qu'on a déjà dit, notamment dans les communications antérieures. Voilà, selon l'âge. Alors là, j'ai rien inventé. Hein, j'ai repris les schémas qui sont faits pour la schizophrénie, pour les troubles bipolaires, etc. Sur un terrain de vulnérabilité génétique et environnementale. Alors, par exemple, notamment, c'est la précocité de la consommation. C'est, comme on l'a vu, les psychotraumas, toutes les sortes de psychotraumas, les barres rouges, mais aussi l'invalidation des traumas, quand on s'aperçoit qu'effectivement, c'est presque, ça a un impact aussi sévère que le trauma lui-même. Et puis, invalidation, même par les soignants. Hein. Et puis, donc, ça, dans l'enfance et à l'adolescence. Voilà. Et donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi des facteurs socioculturels, les pairs, PRS, c'est-à-dire, quand on commence à consommer des substances, généralement, c'est avec les copains ou les copines. Donc ça, c'est les aspects socioculturels, mais aussi le marketing. Parce que même si la publicité pour l'alcool est interdite par la loi E20, sur les réseaux sociaux, ça y va. Même si la publicité pour le tabac est interdite, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, tous les influenceurs qui fument sur les réseaux sociaux sont payés par l'industrie du tabac. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Philip Morris investit dans les réseaux sociaux des millions de dollars, puisqu'ils ne peuvent plus le faire dans la publicité. Donc tous les pays occidentaux, dans ce qu'ils font, comme ils ne peuvent plus le faire dans les pays occidentaux, ils inondent les pays du tiers-monde et puis ils inondent les réseaux sociaux pour les jeunes. Hein, et ça marche. Ils le savent que ça marche, du point de vue marketing, ça marche. Tout ce qui est marketing. Le lobby de l'alcool n'est pas en risque. Le lobby des jeux vidéo, là il y a eu un rapport récemment, le lobby des jeux vidéo est très fort. Le cannabis business, maintenant, aux États-Unis, maintenant que dans certains États, le cannabis est légalisé, il y a un cannabis business qui est très fort, etc. Voilà, donc à l'adolescence, voilà, donc progressivement en même temps, vont se développer à la fois des troubles psychiatriques, que j'ai schématisés là en orange, des troubles psychiatriques induits par les substances, parce que le cannabis peut faciliter des troubles psychotiques, parce que l'alcool va provoquer des dépressions, etc. Mais aussi des troubles psychiatriques qui vont être automédiqués par les substances, parce que, comme je vous l'ai dit, ici, donc à l'âge de 15 ans, des sujets qui ont une anxiété sociale, des phobies sociales, comme on disait avant, qui ont des anxiétés sociales et qui rencontrent le cannabis ou l'alcool dans les soirées. Ils ont peur des autres. Donc quand ils rencontrent le cannabis ou l'alcool, eh bien, c'est miraculeux. Ils n'ont plus peur des autres, même ils deviennent la vedette. Et donc, c'est bien ça. C'est super. Quand je prends du cannabis, j'ai plus peur des autres. Et c'est comme ça qu'ils recommencent, qu'ils prennent l'habitude. Et donc c'est vrai pour les troubles anxieux, mais c'est aussi vrai pour les troubles de personnalité évitants. Je n'aurai pas trop l'occasion d'en parler, mais c'est caricatural. Donc ça va permettre à un certain nombre de sujets de s'adapter mieux dans leur relation aux autres. Avec ça, les troubles anxieux généralisés. Les troubles anxieux généralisés, c'est les ruminations. Les sujets, ils ont du mal à dormir. Parce qu'à cause de la rumination, je ne vais pas avoir mes examens, nanana. Et donc, un beau jour, ils rencontrent le cannabis. Ça me fait dormir. Ou l'alcool, ça me fait dormir. Alors, donc, ça ne soulage pas l'anxiété chronique généralisée, qui évolue toujours, mais ils dorment mieux. Mais du coup, ils prennent l'habitude de consommer. Et c'est que comme ça qu'à 19 ans, ils se retrouvent dépendants.
Mais évidemment, eux n'ont pas du tout conscience qu'ils s'automédiquent. Eux, ils prennent ça pour dormir. Et donc, quand ils viennent, nous, quand on les voit ici, c'est à l'âge en moyenne de 28 ans. Donc, âge moyen de la première consommation, 15 ans. Âge moyen de la dépendance au cannabis et à l'alcool, 19 ans et demi. Et quand on les voit, c'est 10 ans après. Quand on les voit, ils ne vont pas vous dire je suis anxieux chronique généralisé, j'ai un trouble de personnalité évident. Ils disent je prends du cannabis parce que sinon je ne dors pas. Et puis de toute façon, je suis addict. Donc le problème se pose comme ça. En réalité, quand on démêle tout ça, eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'il y a tous ces problèmes-là qui vont émerger. Mais évidemment, le diagnostic, c'est pas les patients qui vont l'amener. C'est à nous à le faire. C'est pour ça que dans notre service, on fait passer plein d'échelles parce qu'on trouve énormément de choses. On trouve plein de pathologies, et des TDAH, et des troubles de la personnalité, et des troubles bipolaires, et des troubles anxieux, des troubles dépressifs, enfin tout. Et donc, il ne suffit pas de l'entretien. C'est bien de le faire avec de façon systématique. Parce que nous, on est ici. Et quand on est ici, nous, addictos, on est ici. Nous-mêmes psychiatres en CMP. Et donc là, le sujet, il a des problèmes addictifs, mais en fait, ils masquent en fait, les problèmes psychiatriques, les troubles induits par les substances, et puis également les troubles de la personnalité qui évoluent progressivement. Donc on va y revenir. Les troubles de personnalité borderline, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils vont réguler ? Leur dysrégulation émotionnelle. Donc ils ne vont pas vous dire je prends du cannabis ou de l'alcool pour réguler ma dysrégulation émotionnelle. Ils disent quand c'est ça, je me sens plus calme. Sauf que l'organisme s'adapte et puis ils deviennent dépendants. C'est comme ça que ça s'est fait. Et que donc en réalité, il y a plein de troubles psychiatriques et il y a plusieurs addictions parce que les addictions généralement sont des polyaddictions. Les polyaddictions sont plus la règle que l'exception, ne serait-ce parce qu'il y a le tabac. Voilà. Alors, par exemple, je vais vous donner des exemples, je vois que l'heure passe, de gens qui nous sont adressés. Alors, par exemple, qui sont adressés là depuis 15 jours. Homme, 22 ans, sevrage alcool, donc ils se présentent comme ça. Oh, sevrage alcool, cocaïne, cannabis, 10 par jour. Sevrage alcool, donc à 22 ans, il prenait une bouteille de vodka par jour. C'est énorme. 250 grammes d'alcool pur, c'est considérable. Plus 10 joints de cannabis par jour, plus de la cocaïne 10 fois par mois. C'est beaucoup. Hospitalisé pour symptomatologie dépressive avec idée de suicide. Et puis dans son parcours, il a fait de la prison, il est impulsif. Immédiatement, quand on a l'habitude, trouble de la perso, du type plutôt antisocial. Mais peut-être pas que ça. Peut-être aussi borderline. Enfin, tout de suite, on est orienté là vers un trouble de la perso. Parce que 22 ans, c'est quand même... Lui, il a un impact fonctionnel à 22 ans très, 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 très fort. Voilà. Par exemple, deuxième exemple, le CARUD de Juvisy qui nous adresse via un XAPA à Évry, médico-social, qui nous adresse quelqu'un qui est sous méthadone déjà et qui a une dépendance à l'alcool et au benzo très sévère, avec des troubles dépressifs récurrentes, qui a une anamnèse difficile à reconstituer parce qu'il a des troubles cognitifs liés à l'alcool, et avec un passé traumatique. Bon, ce patient-là, on va s'orienter vers quelque chose qui va être du type trouble de personnalité borderline. Ça, c'est quelque chose qu'on le sent quand on a un peu l'habitude. Les autres, lui, ce sera plutôt un patient plutôt sur du registre psychotique. Voilà. Et voilà, on est déjà, même avant que les sujets arrivent, on a déjà une idée un peu du profil, pas seulement addictologique, mais aussi psychiatrique et de la personnalité. On n'en est plus comme il y a 20 ans. Moi, j'ai connu il y a 20 ans. Les gens, ils venaient pour une cure. Ils venaient pour une cure, point. On ne s'occupait absolument pas du reste. Et même moi, quand j'ai commencé, on me dit ne t'occupe pas du reste. Déjà, faire sa cure, c'est déjà pas mal. Maintenant, on s'occupe du reste. Et du reste, il y a énormément de choses à faire. Alors, d'abord, donc je vais assez vite, l'impulsivité, l'approche dimensionnelle. Bon, c'est pas grave, je m'en souviens. Alors, l'impulsivité, la meilleure définition que j'ai trouvée, parce qu'effectivement, comme c'était dit avant, l'impulsivité, il y a plein de définitions, il y a plein de circuits, etc. La meilleure définition que j'ai trouvée de l'impulsivité, c'est celle de Pierre Dac. L'impulsif, il tire d'abord, il vise ensuite, et il réfléchit après. Donc, en fait, c'est grosso modo, l'impulsivité, c'est agir avant de réfléchir, avant de penser. Bon, ça, on retrouve partout. Ça fait très, très longtemps, ça fait 30 ans qu'on a remarqué que chez les patients qui ont des addictions, ils ont des niveaux d'impulsivité en termes de traits de personnalité beaucoup plus élevés que par rapport aux sujets qui ne sont pas addictifs. Et c'est aussi associé à la précocité. Plus on est impulsif, plus on va commencer tôt les consommations. Et puis, la relation, elle est bidirectionnelle. Ça, c'est Chicago qui nous a montré ça.
c'est bidirectionnel dans la mesure plus on est impulsif, plus on va consommer, mais plus on consomme, plus ça va rendre impulsif. Parce que le contrôle inhibiteur est altéré, et que donc ça explique que les sujets les plus dépendants, ils sont dans votre bureau, en face de vous, ils vous disent « Ah non, non, moi je viens ici, il faut que j'arrête la cocaïne ou l'alcool. Voilà, ça j'ai décidé, j'arrête. » Ils sortent de votre bureau, ils sortent dehors, ils rentrent dans le café en face et ils vont consommer. Alors qu'ils vous ont dit que une demi-heure avant qu'ils allaient arrêter, parce que le contrôle inhibiteur est très altéré. Ça, c'est bon. Et ça se passe au niveau des fonctions exécutives et du contrôle inhibiteur. Alors, l'impulsivité, bon, bah, ça, je ne vous apprendrai rien. Ça s'évalue à différentes échelles, soit l'impulsivité trait ou l'impulsivité trait, c'est la BIS, Barat, ou l'impulsivité état du PPS, qui est pas mal utilisé également dans nos populations. Alors, ce qui est moins à la mode, c'est la recherche de sensations. Recherche de sensations fortes, c'était beaucoup en vogue il y a une vingtaine d'années. Donc, c'était les sujets qui ont des addictions recherchent aussi des sensations fortes. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui ont des sensations fortes vont développer des addictions. Mais ceux qui ont des addictions ont à des niveaux très élevés de sensations fortes. Alors, recherche de sensations et recherche de nouveautés, c'est assez voisin. Il y a des études qui vont... en fait, ça dépend des auteurs, ça dépend de qui a fait, qui a élaboré l'échelle qui va avec, ce qui a été étudié. Alors, ce dont on parle aussi beaucoup et qui est assez corrélé avec l'impulsivité, c'est l'alexithymie. Ça, en pratique, pour nous, c'est très pertinent. En alexithymie, donc, comme vous le savez, donc, c'est un attrait, un trouble émotionnel caractérisé par des difficultés ou l'incapacité à exprimer ses émotions, ses sentiments, ses affects. Donc ça, c'était décrit pour la première fois en 72, donc c'est pas même avant. Marty en 65 à Paris 5. Et donc ça se traduit par des difficultés à identifier, décrire les émotions et d'en comprendre les origines et les contrôler. Alors, il y a des études récentes, des méta-analyses qui ont été faites là-dessus, qui montrent que chez nos patients, c'est identifier les émotions, plus que les décrire ou en comprendre les origines et les contrôler. C'est plus chez les hommes que chez les femmes. On peut faire il y a aussi l'échelle de Toronto qui peut aider. Et en fait, les sujets amplifient les sensations corporelles. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement signifiant en addictologie, ce trait-là, parce que ces sujets-là, qui sont très, 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 très alexithymiques, ils ne comprennent pas le langage des émotions, qui est, en général, pour la grande majorité d'entre nous, est évident. On comprend, surtout dans notre métier, l'angoisse, la joie, enfin toutes les émotions positives ou négatives. Pour nous, c'est parfaitement clair. Pour ces sujets-là, c'est du chinois. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas les lire. Ils ne comprennent pas ça. Et donc, ils vont vous répondre si vous leur posez des questions. Par exemple, le plus que j'ai vu, c'était un jour un patient que je suivais ici, d'ailleurs, à mon retour à Sainte-Anne, patient que je suivais pour sa buprenorphine au dosage, en substitution opioïde. Un peu jovial, très, très jovial. Et puis un jour, je le vois arriver tout triste, et puis il marche à petits pas. Donc je me dis, il est déprimé. Et donc ça tranchait vraiment avec habituellement. Et puis il vient devant mon bureau, puis il a la tête basse. Donc moi, naturellement, je lui dis que je suis psychiatre, donc je ne suis pas qu'addictologue, je suis psychiatre aussi, à la base. Et donc je lui dis, vous êtes déprimé? Non, je ne suis pas déprimé. Moi, je vois que vous êtes déprimé. Non, je ne suis pas déprimé. Alors, il se lève, il pleurait, il me dit, j'ai les larmes qui coulent. Donc, ces sujets ressentent, c'est pas qu'ils ils ressentent pas les émotions, ils ont les émotions, mais ils peuvent pas les exprimer. Et donc, ils vont exprimer quelque chose, les sensations corporelles qui va avec. Par exemple, le grand classique, ils disent pas, je suis angoissé, ils disent, j'ai une boule là, dans la gorge, ou une sensation de pression thoracique, ou j'ai une boule dans le ventre. C'est le grand classique. C'est comme ça que je les reconnais. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, dans leur vocabulaire, ils vont utiliser un langage de sensation, et pas un vocabulaire émotionnel. Par exemple, quand ils veulent consommer, ils vont dire, je vais me défoncer, je vais me déchirer. Donc je vais me défoncer, c'est un langage de sensation forte, pas un langage émotionnel. Le langage émotionnel, justement, et ça fait partie du problème, ils ne savent pas le décoder. Et parce que pour des tas de raisons. Et donc, dans la prise en charge, ça va être à nous à les aider à décoder les émotions, ce qui est assez long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça, en termes de prise en charge, c'est extrêmement, extrêmement pertinent. Donc, c'est très fréquent chez nos patients. C'est même plutôt la règle que l'exception.
Voilà. Et puis, il y a une méta-analyse très récente qui confirme ça, et qui confirme 168 études là-dessus, sur le sujet, et avec 5 méta-analyses déjà. Ça concerne surtout l'alcool et les opioïdes, et c'est surtout des difficultés à identifier les émotions. Alors, il y a des échelles aussi spécifiques, hein, la DERS, hein, que les spécialistes connaissent, et dont on sait que la dysrégulation émotionnelle, ça a déjà dû être dit plusieurs fois, la dysrégulation émotionnelle, c'est quand même très corrélé à des états de stress post-traumatique. Donc ça, on a un corpus de connaissances il y a un niveau de preuve quand même qui est très élevé. Et c'est lié également à l'hyperactivité émotionnelle. Là aussi, il y a un niveau de preuve assez élevé. Par exemple, là, j'ai mis comme illustration donc une méta-analyse, donc un niveau de preuve très élevé qui montre que les niveaux de dysrégulation émotionnelle sont très élevés chez les patients qui ont des addictions. Voilà. Alors maintenant, pour avancer, les troubles, tout va découler maintenant. L'approche catégorielle. Alors l'approche catégorielle, je n'aurai pas le temps de parler de tous les troubles de personnalité, évidemment, je vais me concentrer sur 2. Parce que parce que c'est les plus brillants. Alors pourquoi ça répond à une question qui a été posée juste à la fin d'avant. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus ou il n'y en a pas plus? Et parce que j'ai parlé des troubles de personnalité borderline, parce que c'est les plus étudiés. Mais j'ai aussi parlé des troubles de personnalité antisociale ou psychopathique, parce qu'ils sont aussi très fréquents. Mais ces troubles de la personnalité-là, c'est pas qu'ils n'existaient pas avant. Ils existaient. Mais ils n'étaient pas considérés comme à prendre en charge. Ils étaient considérés comme c'est des gens qui foutent le bordel. C'est des gens qui sont indisciplinés. C'est des gens caractériels. Ils n'étaient pas considérés comme pathologiques ou comme à prendre en charge ou repérés comme étant dans une catégorie. Ils étaient repérés comme sous un prisme moral, très moral. Et donc, de toute façon, ce sont des caractériels. Ils sont indisciplinés. Donc, s'ils sont indisciplinés, on les met dehors. Enfin, je caricature à peine. Moi, j'ai connu ça quand j'étais interne. Et puis même après, même que si, oui, c'est un psychopathe, mais de toute façon, les psychopathes, de toute façon, et ça aussi c'est invalidant, de toute façon, on peut rien faire. C'est des borderline, de toute façon, ils sont durs, de toute façon, ça sert à rien de s'en occuper. Ça sert à rien de s'en occuper. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le nihilisme thérapeutique. Si ça sert à rien de s'en occuper, donc dehors. Maintenant, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus tellement dire ça. C'est plus possible. Au contraire, il faut s'en occuper. C'est pas parce que c'est comme ça. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper. Alors, je vais reprendre les troubles de personnalité borderline pour illustrer ce qu'a dit Clémentine Lestric juste avant. Mais sur les addictions, donc borderline ou émotionnellement labile quand on doit coder, nous autres médecins hospitaliers, et ça reste dans la CM11 où ça n'a pas changé. Donc je ne vais pas parler des définitions, inutiles. Alors, en population générale, il y a une très belle revue générale que je vous montrerai tout à l'heure sur les troubles de personnalité borderline. La fréquence en population générale, c'est entre 0,7 et 2,5% de la population générale. Donc c'est quand même beaucoup. Mais chez les sujets dépendants à l'alcool, dans les grandes études épidémiologiques qui nous concernent, en addicto, c'est 16%. 16% des sujets dépendants à l'alcool, critère DSM-4, qui correspond à peu près à la CM10, ce sont ceux qu'on voit en pratique, hein, ce sont ceux qui viennent nous consulter, ceux qu'on voit aux urgences, ceux qu'on voit dans les cabinets. 16% des sujets alcoolodépendants ont un trouble de personnalité borderline. Donc c'est considérable. Au cannabis, c'est 22%. Aux autres drogues, c'est 31%. Donc vous voyez, c'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup de nos patients. Et dans les populations, ça c'est en population générale. En population clinique, dans les clientèles, c'est encore plus élevé que ça. Il y a une méta-analyse là sur une méta-analyse d'études évaluant la fréquence des troubles borderline chez les sujets dépendants aux opioïdes, c'est 33%, un tiers. Donc c'est énorme. Chez les sujets qui sont hospitalisés dans les services d'addictologie, 26%, donc un quart. Ceux qui sont suivis en ambulatoire, 15%. Donc c'est colossal. Pour nous, c'est colossal. Mais pour vous aussi. C'est pour ça que j'ai mis des petits panneaux là en bas. Parce que moi, je me place du point de vue addicto. La plupart d'entre vous, vous placez du point de vue trouble de la perso. Et trouble de la perso, ça, on fait pas attention. Là, c'est tout à fait en bas, là. Il y a une revue de 70 études par un grand spécialiste des troubles de la perso, Trull. Une revue de 70 études dans les populations de sujets borderline qui a retrouvé 57%, plus de la moitié des sujets borderline a eu un problème d'usage d'alcool. Donc un problème grave avec l'alcool.
Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça veut dire ça veut dire qu'ils sont pas assez screenés. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Alors, en réalité, les comorbidités sont la règle que l'exception. Donc, ça t'est dit par l'intervenante précédente. Je suis content qu'elle ait été là parce qu'elle m'a bien préparé le terrain. Eh bien, chez troubles personnalité borderline, donc cette remarquable revue de la littérature, j'ai essayé de discuter avec eux, je n'ai pas arrivé tellement c'était impeccable. Eh bien, ils ont retrouvé. Alors, il y a plein d'autres troubles hein, chez les borderline. Pour nous, il y a 78% donc des sujets, des sujets borderline qui ont eu à un moment donné de leur vie des problèmes avec l'alcool ou les drogues. 70%, les trois quarts. Donc c'est encore plus fort que la méta-analyse que je viens de vous montrer. Mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, la question a été posée, les troubles bipolaires. Troubles bipolaires, 1, 10%, troubles bipolaires 2, 10%. Ça fait 20% de bipolaires chez les troubles de personnalité borderline. Donc c'est pas, est-ce que c'est un bipolaire ou est-ce que c'est un borderline? Ça peut être très bien les deux. Et chez les bipolaires, on sait maintenant qu'il y a 20% de borderline. Donc, c'est pas est-ce que c'est un malade pour vous ou un malade pour nous? Non, c'est un malade pour tout le monde. Donc, c'est à tout le monde de s'en occuper. Pour les spécialistes des addictions, pour les spécialistes des troubles borderline, pour les spécialistes des troubles bipolaires. Voilà. Et puis, j'attire aussi votre attention que les autres troubles de la personnalité, c'est plutôt la règle que l'exception. Donc les plus durs qu'on a en affaire, ceux qui cassent tout, ceux qui sont vraiment très, très indisciplinés, c'est ceux qui cumulent les plus durs, c'est ceux qui cumulent troubles de personnalité borderline, antisocial et paranoïaque. Alors là, c'est très, très compliqué à gérer parce qu'on les a dans les sortes méthadones, il y en a plein des sujets comme ça. Voilà. Alors les troubles, voilà. Donc les troubles, tous les troubles psychiatriques sont la règle que l'exception. Donc c'est pas des pathologies duelles, c'est des pathologies, c'est des polypathologies en réalité. Et donc il faut avoir une vision globale de l'ensemble des pathologies. J'espère que je vous ai convaincu. Alors le TDAH c'est plus récent. Là il y a 30 à 60%. Donc le TDAH, là aussi c'est vraiment très très fort. Alors comment ils se présentent les patients borderline? Ils se présentent généralement dans des situations de crise. C'est comme ça qu'on va les rencontrer. Vous travaillez dans un CMP, ou dans un XAPA, ou en libéral. Le XAPA ou le CMP ferme à 17h. Et à 16h15, ring. Bonjour, il faut me voir tout de suite parce que je me suis fidé. Ah, il y a donc une situation de crise. Et qui vont souvent sous l'effet des toxiques. Et souvent des situations de crise qui vont entraîner une consommation importante de substances qui vont favoriser des troubles du comportement, des conduites suicidaires, des automutilations. L'automutilisation, souvent, des scarifications, c'est souvent dans la même façon de communiquer que prendre des substances. Soulager de quelque chose qui est insupportable. Des accidents, des conduites d'errance, des conduites provocatrices, des conduites sexuelles à risque, etc., etc., etc. Et ils se présentent devant vous dans des situations au bord du gouffre. Il faut faire quelque chose tout de suite, maintenant. En demandant aux autres de faire tout de suite, maintenant. Docteur, il faut m'hospitaliser. Ah bah oui, mais là, c'est vendredi. Parce qu'en plus, c'est vendredi, évidemment. Et que donc là, je vois que les urgences psychiatriques. Ah non, pas les urgences psychiatriques. Hein. D'ailleurs, j'en sors. Puis de toute façon, ils m'aiment pas. Ah non, moi, je vais te hospitaliser à la clinique Bellevue parce que la clinique Bellevue, là, c'est bien. Ah oui, mais avec une Bellevue, vous savez très bien qu'il faut 3 semaines d'attente. Donc ça ne va pas être possible. Puis même si c'est possible, parce que vous avez un bon copain qui vous a dit que vous connaissez bien, qui travaille dans cette clinique-là, pas comme par hasard, ça tombe bien, j'ai une place. Si vous dites ça à la malade, au patient, je vous ai trouvé une place à la clinique Bellevue. Ah ouais, mais... Ah non, je peux pas aller là. Comment ça, vous pouvez pas aller? Non, je peux pas y aller. Alors, quelqu'un connaît la suite? C'est un grand classique. Hein. Non? Et mon chien? Qui c'est qui va s'occuper de mon chien? Quel chien? Mon chien. Ah, donc je ne peux pas être hospitalisé. Voilà. Donc, alors quand c'est comme ça, généralement, donc ils accaparent. Donc, en même temps, ils vous mettent dans une situation infernale, parce que vous, à 16h45, vous voyez la patiente comme ça, et à 17h15, vous allez rechercher vos gamins à l'école, ça c'est du vécu, hein, et puis si vous n'allez pas chercher à 17h15, la directrice d'établissement vous a bien dit qu'il fallait aller chercher au commissariat. Donc vous commencez à flipper. Donc, ça vous parle, ce genre de situation? Donc vous êtes donc vous accrochez aux branches. Mais vous savez que de toute façon, quand c'est comme ça, donc ils vous mettent dans une position difficile.
donc en demandant de faire pour eux, mais en revendiquant la liberté de faire comme ils veulent eux. Et donc, ils vont accaparer votre attention de façon extrêmement, extrêmement forte, ce qui va entraîner des réactions un peu de rejet. Enfin, voilà. Mais il va falloir s'en tirer. Alors, comment s'en tire? On sait que généralement, ces conduites addictives, généralement, compulsives, suivent des situations conflictuelles, interpersonnelles, relationnelles, des situations de menace d'abandon. Exemple aussi. Chérie, tu peux m'amener, j'ai plus rien à mettre, tu peux m'amener au supermarché parce que pour acheter des choses. Ah oui, mais non, j'ai rendez-vous chez le médecin, c'est pas possible. Oh, mais t'es un salaud, pourquoi tu veux pas m'amener? C'est pas grand-chose. Ah oui, mais ça fait 2 fois que je reporte mon rendez-vous, je peux pas. Oui, mais c'est pas possible, tu le fais exprès ou quoi? Donc, ça, c'est dans les critères. Et tout de suite, les montagnes russes émotionnelles, donc, tout de suite, la tension monte, ça va pas. Ah ben oui, mais je peux pas, j'ai mon rendez-vous chez le médecin, c'est important pour moi, je peux pas. Oui, mais de toute façon, je le sais, tu le fais exprès, de toute façon, tu m'aimes pas, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Voilà. Puis, et ça part en vrille. C'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est comme ça qu'après, la séquence d'après, c'est comme ça qu'ils arrivent chez vous, dans votre bureau. Voilà. Et généralement, il y a ça qui précède. Et pourquoi ils en arrivent là? C'est parce que, généralement, ça réactive généralement des traumas antérieurs. Et là, ça revient. Ça revient. Alors, par exemple, je vous donne des exemples que j'ai vécu parmi mes patients. Par exemple, ce qui est recherché, il y a des moments de stress relationnel avec d'autres. Je me souviens, par exemple, d'un patient que j'ai suivi pendant longtemps, qui était extrêmement difficile, un état limite grave, qui voulait, comme tout le monde, se marier, avoir des enfants. Il n'avait jamais pu, il avait 50 ans, il n'avait jamais pu. Et puis, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, ça se passait au café. Et puis, à ce moment-là, donc, automatiquement, chaque fois qu'il était en face de la personne, automatiquement revenaient, à ce moment-là, les traumatismes antérieurs, sous forme de reviviscence absolument intolérable, c'est-à-dire les abus sexuels qui revivaient systématiquement par un ami de son père, dans un aéroport, et à chaque fois, c'était le même scénario. Et à chaque fois, la seule façon qu'il avait de supporter ça, c'était de prendre massivement de l'alcool, des opioïdes, etc., de façon massive, ce qui, évidemment, faisait capoter la relation de façon évidente, et il se retrouvait en échec, et ça réactivait des schémas du type personne ne m'aime, tout le monde m'abandonne, et je ne serai jamais aimé, enfin des choses comme ça. Et on retrouve ça très très souvent. Hein. Donc, quand on voit les sujets en crise comme ça, et ce qui nous permet de décoder et de désamorcer et de temporiser et dès lors de faire rentrer les sujets dans un système thérapeutique. Voilà. Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Il y a une dysrégulation émotionnelle. Ça s'entrechoque. Il y a plein d'émotions très difficiles, les reviviscences traumatiques. Mais ce patient-là, il me disait, j'ai mis 6 mois à venir vous voir toutes les semaines. J'ai mis 6 mois à comprendre que ce que je ressentais là, c'était de la honte. 6 mois. Bon, ça, encore, c'était pas mal. Hein, mais c'est très, très souvent comme ça. Et cliniquement, c'est comme ça qu'on dépiste nos patients. Alors, les mécanismes. Alors j'ai terminé là-dessus parce que, bon, j'ai pas le temps. Je voulais parler des antisociaux, mais c'est pareil. Alors, le problème des antisociaux, j'ai peu de données. Là, on a beaucoup de données pour les borderline. Parce que c'est encore des sujets, ils aiment bien répondre à des enquêtes. Mais alors, les psychopathes, c'est impossible de faire des enquêtes. C'est impossible de les attraper. Alors que, probablement, il y a des traumatismes très, très importants aussi. Enfin, cliniquement, on le voit. Hein, c'est des gens qui n'arrivent pas. Il vient tout de suite à l'esprit, c'est des gens qui n'arrivent pas à dormir dans un lit, par exemple. Pourquoi? Parce que dormir dans un lit, c'est menaçant, parce qu'il y a eu tellement de dangers quand ils étaient petits, frappés, abus sexuels, etc., qu'on ne peut plus dormir dans un lit, on va dormir dans un fauteuil avec un couteau en dessous pour se défendre si jamais il y a une attaque. Tellement c'est des choses qui sont... Pour eux, c'est tellement naturel qu'ils ne pensent pas à le dire spontanément. C'est-à-dire que tout ça, il va falloir le chercher, tout ça. Parce qu'ils ne vont pas le dire spontanément, tous ces sujets-là. Et ça, c'est un message fort que je voudrais faire passer. Alors, je termine pour les borderline, mais en fait, quand on regarde bien cliniquement, parce qu'on n'a pas d'études, mais on voit bien que c'est à peu près pareil. La question a été posée à Clémentine Estric, est-ce que c'est pareil pour les autres troubles de la personnalité? Ouais, quand même, c'est quand même très souvent des choses comme ça. Eh bien, on va retrouver quoi? On va retrouver, donc, qu'est-ce qui explique que les patients borderline
ont plus d'addiction, il y a la dysrégulation émotionnelle, les montagnes russes émotionnelles. C'est une caractéristique centrale des troubles de la personnalité borderline. C'était Martin Bohus, qui est un Allemand spécialiste de troubles borderline au niveau international. Il dit que c'est une caractéristique centrale. L'alexithymie, un autre spécialiste, Yeomans, qui a travaillé avec Kernberg, Otto Kernberg, c'est lui qui a inventé le concept d'état limite. Je me souviens, il venait faire des conférences à la Pitié-Salpêtrière il y a une trentaine d'années. C'est très impressionnant parce que tout ce qu'on nous raconte là, c'est un de ceux qui l'a inventé, quoi. Il est co-auteur d'ailleurs. L'article du JAMA, il est co-auteur d'ailleurs. Parce qu'il est il est encore plus vieux que moi. Donc, mais il est toujours très actif. Voilà. Et donc, globalement, pour finir, ce qui me paraît important de faire comprendre, c'est que ces sujets-là, tout ça, ça se construit à l'adolescence. Je ne sais pas s'il y a encore une... Oui, enfin, tout ça, ça a déjà été dit auparavant. Ces sujets-là, à l'adolescence, se rendent compte que quand on a des troubles traumatiques, eh bien, c'est qu'ils vont pas automédiquer leur régulation émotionnelle, ils ne peuvent pas le dire comme ça. Mais ces traumatismes, c'est souvent le soir, quand ils vont s'endormir, ils se sentent submergés. Et ils prennent des produits pour mieux dormir, ou dans des circonstances relationnelles, comme j'ai expliqué dans l'exemple. Quand ils sont en difficulté avec les autres, les substances vont fluidifier au départ. Sauf que les substances, comme je l'ai expliqué, ça me paraissait important d'expliquer ça, il y a des mécanismes neurobiologiques qui font qu'après, ça accroche. Et qu'après, 10 ans après, ils ont plein de problèmes. Non seulement ils sont toujours en difficulté avec les autres, mais ça les aggrave au bout du compte. Ça améliore à court terme, mais ça aggrave au long cours. Et je voudrais terminer sur deux remarques qui ont été faites à la fin, deux questions qui me paraissent intéressantes pour conclure. C'est-à-dire que, est-ce que le trouble de personnalité borderline est un trouble de l'axe 1 ou l'axe 2 ? Est-ce que c'est un trouble de la personnalité ou un trouble psychiatrique ? Mais en fait, ça a été beaucoup discuté lors de l'élaboration du DSM-5, ça. Parce qu'effectivement, alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne peux pas revenir en arrière, non. Dans le schéma que j'ai, mais que j'ai peut-être après. Dans le schéma neurodéveloppemental, si vous voulez, quand on les voit nous après, en fait, ils ont plein de troubles. Et dans l'évolution, alors peut-être ça je l'ai pas. J'avais un tableau justement de Zanarini qu'elle a cité Clémentine Electric, et qu'en fait, de suivi des patients borderline, en fait, ils vont mieux. Donc, ils ont plein de comorbidités. Alors, est-ce que c'est un trouble de la personnalité, un trouble psychiatrique ? Mais en fait, la grande majorité, comme on l'a vu sur un autre tableau, ils ont plein de troubles psychiatriques. Les troubles de l'humeur, c'est 90%. Les troubles anxieux, c'est 80%. Les troubles de l'abus de substance, c'est 78%. Les TDAH, c'est 60%. Ils ont tout ça en même temps. Donc, et quand on ce qu'il faut et donc c'est un trouble psychiatrique ou un trouble, il s'améliore. Mais qu'est-ce qui s'améliore ? Alors, parce que la question a été posée, est-ce qu'il s'améliore ? Mais quels sont les objectifs thérapeutiques ? L'objectif thérapeutique, c'est pas de changer la structure de personnalité, c'est pas de changer quelqu'un qui a un trouble de la personnalité. On ne peut pas le changer. Il va toujours un peu plus ou moins, même si on s'en occupe, un peu être dans le blanc et le noir, dans les dysrégulations émotionnelles. Ce qui va changer, c'est quand on s'en occupe. Le but thérapeutique, c'est pas de changer sa personnalité. Le but thérapeutique, c'est de traiter les troubles psychiatriques associés, et deux, d'aider ce sujet à être mieux avec les autres et à être mieux avec lui-même ou elle-même. Alors, il y a des techniques, c'était hors sujet, la DBT, enfin tout ce que vous voulez, même qu'il y a de la DBT adaptée avec de l'abus de substance. Marshall Linehan a fait des études là-dessus, sur DBT chez les patients borderline, y compris ceux qui ont des troubles de l'abus de substance. Autrement dit, quand ils vont mieux, la cohorte de Zanarini, sur maintenant 11 ans, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, au début, ils ont plein de troubles associés, mais à la fin, ils ont beaucoup moins de troubles. Au début, ils ont 50% de TCA, à la fin, ils ont 10% de TCA. Ils ont 60% d'abus de substance, mais à la fin, ils ont 11% d'abus de substance. Et alors, évidemment, ils vont mieux. Ils vont mieux parce qu'il y a moins de comorbidité, premièrement. Et puis, deuxièmement, toutes les techniques spécifiques psychothérapiques adaptées pour les troubles de la personnalité,
y compris borderline, vont les aider à être mieux avec les autres. C'est-à-dire que le but thérapeutique, c'est pas qu'ils soient plus borderline. Le but thérapeutique, c'est que ils vont rester, parce qu'ils vont rester plus ou moins borderline, c'est qu'ils se coupent, ils se scarifient pas à tous les bouts, à tout bout de champ, que les psychopathes n'aillent pas en prison à tout bout de champ, que, etc., etc. Qu'ils soient à peu près bien, et que même quand c'est comme ça, il y en a 90% des borderline qui vont en rémission. Rémission, c'est pas qu'ils sont plus borderline, c'est qu'ils sont plus déprimés. Ils sont contrôlés pour leur abus de substances, ils sont sous méthadone par exemple, et qui sont suffisamment stabilisés au niveau fonctionnel et au niveau donc de leur vie, qu'ils peuvent même se marier et avoir des enfants. Voilà, c'est ça le message que à la fin que je voulais passer. Tout dépend des objectifs thérapeutiques que vous avez. Les objectifs thérapeutiques, c'est pas comme on disait, moi j'ai connu ça, hein, à la fin du XXe siècle, c'est très vieux, moi je suis très vieux, on ne peut pas changer la structure de personnalité. On disait ça. Donc les décennies après, donc on peut pas, donc on peut pas s'en occuper, donc ça sert à rien de s'en occuper, donc on va pas s'en occuper. C'est comme ça qu'on les voyait. Maintenant, il y a plein de choses à faire. Parce que, en fait, oui, on peut s'en occuper et ils vont mieux. De toute façon, ils vont mieux. Mais de toute façon, l'objectif c'était pas de traiter les troubles de la personnalité. Je vous remercie.